Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission littéraire du dimanche. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir mon ami Rémi Tell. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir sur la chaîne du Verbe Haut. Avec un immense plaisir. Aujourd'hui, nous te recevons pour la réédition de ton livre La chute de Prométhée, qui a un sous-titre très très parlant que je te laisserai énoncer puisque ce sera ma première question. Et nous allons aussi faire des liens. Aujourd'hui, nous allons faire des liens et des ponts avec d'autres ouvrages à l'encre du néant que tu as publié cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et C'est en avril. en avril, oui, tout à fait. Et ton travail sur Kaczynski. Alors j'espère que la chaîne ne va pas sauter puisque ce livre nous avait démonétisé la chaîne. Et il fallait être gentil pendant 3 mois, je crois. Je ne sais pas si on est dans les 3 mois. Alors on verra si la chaîne saute à cause de Kaczynski. Alors, pour revenir à la chute de Prométhée que je remonte, nous avons décidé d'y ajouter un sous-titre qui est très parlant et nous allons débattre beaucoup de ce sous-titre. Je vais te laisser l'énoncer à nos auditeurs et je te souhaite encore la bienvenue. Merci. Euh, on a réfléchi, notamment à partir de l'élection de Donald Trump, pour tenter de comprendre de quoi cette élection était le nom. Au terme de 4 années marquées par des ruptures majeures, anthropologiques, mais aussi politiques, que ce soit sur le Covid, que ce soit d'un point de vue du wokisme ou du transhumanisme. Et il se trouve que cet ouvrage, La chute de Prométhée, est une lettre que j'ai adressée il y a 2 ans maintenant à un ami, professeur d'université aux États-Unis, professeur à l'université d'Arizona, un ami démocrate, pur jus, avec lequel, puisque le dialogue était devenu impossible, auquel il m'a fallu écrire en réalité. Et cet ouvrage fait le constat, d'une certaine façon, décrit une sorte de nouvelle doctrine du salut progressiste qui a été inspirée par la révolution industrielle, qui a été concrétisée politiquement par la révolution française, qui s'est diffusée dans le monde et qui, depuis 250-300 ans, notamment dans le monde occidental, a apporté beaucoup de force, et notamment de sécurité matérielle, mais a aussi créé, et ça on le commente beaucoup moins, d'énormes fragilités, une sorte d'insécurité existentielle tous azimuts, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit d'un point de vue économique aussi, ou d'un point de vue anthropologique, avec ce mouvement permanent et en accélération, comme le décrit l'essayiste allemand Hartmut Rosa. Et c'est en fait de cette logique que je tire la source de nos désaccords avec mon ami professeur aux États-Unis, démocrate, et donc des désaccords qui ont été au cœur de l'élection présidentielle américaine et qui traversent aujourd'hui le vote d'une majorité d'Américains qui disent maintenant stop, ce n'est plus le monde dont nous voulons, ce monde qui est complètement désacralisé, qui fait le pari d'une émancipation de l'homme par ses propres moyens, et notamment au moyen de la technique, avec des transgressions toujours plus importantes, avec cette extraordinaire fuite en avant morale aussi, à laquelle nous sommes confrontés, et qui est la conséquence en réalité de ce pari. Et donc c'est ce que voilà, j'ai tenté de comprendre et de décrire dans cet ouvrage, pas simplement pour documenter le désastre, mais aussi pour tenter de sortir et d'identifier des moyens possibles de relever la tête. Alors donc Covid, parce qu'il va falloir expliquer un peu à nos auditeurs les liens que tu peux proposer entre Covid, wokisme, transhumanisme et la figure de Donald Trump qui revient. Ça peut ne pas être très clair pour tout le monde puisqu'on sait que beaucoup de personnes sont entrées dans ce qu'on appelle la dissidence ou la résistance, ce qu'on appellera ça comme on veut, par le truchement du Covid. Mais il y avait beaucoup d'inactifs, enfin, beaucoup d'actifs qui sont devenus inactifs, mais beaucoup de ces inactifs-là sont retournés au travail et ont disparu du circuit de la dissidence et de la résistance. D'autres sont restés, sont partis un peu dans alors il y a beaucoup de délire, de complotisme exacerbé, de beaucoup de choses comme ça. Donc les liens ne sont pas forcément très clairs. Tu parles aussi à l'encre du néant et même dans la chute de Prométhée des conflits en Ukraine, etc. On sent que
Tu proposes une vision quand même assez globale, d'autres diraient holistique. Tu me diras si ça te convient. Mais comment est-ce qu'on peut un peu résumer cette totalité que tu vois, là où beaucoup de commentateurs quand même nous expliquent que les liens n'existent pas et que le Covid c'est l'histoire ancienne, l'Ukraine c'est particulier, etc. Comment est-ce que tu peux nous résumer ça? Je me suis posé une question durant ces dernières années, qui ont été des années comme beaucoup de sidération et donc d'interrogation, qui était de savoir, est-ce qu'au fond, on n'a pas de chance de voir toutes les horloges sonner en même temps sur le plan géopolitique, sur le plan du rapport de nos sociétés au fonctionnement démocratique, sur notre rapport au salut? Est-ce qu'on n'avait simplement pas de chance? Ou est-ce que l'ensemble des crises que nous avons traversées, la crise du terrorisme aussi il y a quelques années, tout ça passe tellement vite, nous l'avons vécu, est-ce que ces crises ont un aiguillon commun? Est-ce que la matrice qui les engendre est la même matrice? Et je crois à nouveau que cette matrice est la même. C'est celle d'un rêve, au fond, prométhéen, celui de jeter Dieu aux oubliettes, et de placer l'homme au centre pour lui offrir un salut terrestre selon ses propres lois, dans une sorte de mécanique un peu autoréférentielle et au moyen de l'innovation technologique. C'est ce que le Covid a incarné, à la fois parce qu'on était dans une forme de matérialisme pur, on a prétendu défendre la vie, mais en réalité c'était une acception de la vie qui était complètement matérialiste. Les rites funéraires ont été interdits, beaucoup de patients n'ont pas pu voir leurs proches en fin de vie, on a eu des ruptures profondes, anthropologiques même, à l'occasion du Covid, avec toujours la même porte de salut, qui est celle du salut par les techniques, un problème, une solution technique, en l'occurrence l'injection. Sur le transhumanisme, je pense que cette logique se retrouve de façon assez évidente aussi. L'humanité est un peu à la croisée des chemins, on note une explosion des pressions, de la consommation de stupéfiants, des interrogations, notamment au sein du monde occidental, face à la place de l'homme aussi, au regard de l'IA, par exemple de l'intelligence artificielle. Et la solution que proposent certains, c'est d'apporter une solution technologique à ce défi existentiel, à savoir de coupler l'homme et la machine pour lui permettre de résister à la déferlante de l'IA. Donc on est à nouveau dans une sorte de logique technicienne qui est vraiment au fondement de la révolution industrielle et donc de la révolution française, qui est la traduction politique selon moi de la révolution industrielle. Et en fait, toute cette vision du monde a été notamment portée, et portée en tout cas de façon intégrale, au sein de ce qu'on peut appeler le camp occidental. Je ne sais pas s'il y a des termes préférables, j'en ai jamais trouvé. C'est toujours un peu le terme occidental, occident que j'utilise par défaut. Mais ce monde chrétien, en tout cas, qu'il soit protestant ou qu'il soit catholique, de la côte ouest des États-Unis jusqu'à l'est des frontières européennes. Et ce monde-là vit là-dedans. Et il s'est retrouvé aux prises avec d'autres modèles, des modèles qui ont conservé le sens de la transcendance, par exemple, qui mêle un matérialisme très clair, parce que ce matérialisme aujourd'hui on le retrouve en Russie, on le retrouve en Afrique, on le retrouve évidemment en Chine, mais aussi soit une culture très forte, soit, et souvent une culture qui est plutôt adossée sur une religion. Le confucianisme, le communisme chinois a beaucoup utilisé le confucianisme pour tenter de se faire accepter, l'église orthodoxe en Russie, ou l'évangélisme, l'animisme, ou même l'islam, d'ailleurs, en Afrique. Et donc, en fait, cet état des choses, cette croyance a buté à un moment contre une contestation rendue d'autant plus facile que la croyance en question engendre beaucoup de déséquilibres. J'en ai parlé, des équilibres internes, parce que en fait, on a pensé rapprocher les hommes avec le doux commerce et la technologie. En réalité, on les a confrontés, et l'actualité en France le montre tous les jours.
Parce que si nous n'avons plus froid, si nos ventres et nos corps n'ont plus froid et faim, aujourd'hui notre âme a froid et faim, et alors qu'on vit quand même bon gré mal gré dans une forme dans une forme de confort relatif, mais de confort quand même, on note à nouveau cette explosion du mal-être, de la souffrance, de l'inquiétude existentielle. Et donc le modèle en fait, sur lequel on a vécu depuis la Révolution française est aujourd'hui remis en cause. Il est remis en cause notamment par des puissances comme la Russie. Et je crois que c'est l'un des points d'achoppement sur lequel le conflit en Ukraine s'est fait. Et aujourd'hui, des événements tels que la cérémonie des Jeux Olympiques, d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, ont beaucoup servi dans le monde des puissances qui contestent aujourd'hui l'hégémonie occidentale pour dire à leur population, mais suivez ce chemin et vous finirez aussi décadent qu'eux. Je ne dis pas que ces alternatives sont nécessairement des modèles, mais ce qui est certain, c'est qu'elles se nourrissent du contre-modèle que nous sommes devenus, qui est ce contre-modèle à nouveau qui a été matérialisé politiquement depuis la Révolution française, qui est un modèle laïque, qui est un modèle terrestre, qui ne croit plus à la transcendance, en tout cas plus à la transcendance divine. Il tente d'y substituer d'autres formes de transcendance, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, qui, au nom de la libération par l'homme au moyen de la technique, en fait, établit les pires transgressions. Et alors, évidemment, j'ai parlé du transhumanisme. Le sous-titre de La chute de Prométhée évoque aussi la question du wokisme, qui n'est qu'un autre transhumanisme. C'est la première étape, on va dire, du transhumanisme, mais toujours habité par la même mécanique, à savoir de pouvoir se défaire des contraintes posées de l'extérieur, d'aucuns diraient par Dieu, par la nature, par le droit naturel, pour faire de l'homme sa propre loi, au moyen de la technique, des bloqueurs de puberté ou des opérations de transition de genre, par exemple. Donc tout ça, pour moi, c'est le même sujet. Il y a une globalité dans cette multiplicité, d'une certaine façon, des symptômes de la modernité est malade. Et évidemment, l'auteur que tu as mentionné au départ, qu'on pourrait appeler K, pour simplifier les choses pour la chaîne, K l'avait aussi montré à la suite d'autres intellectuels. Je pense notamment à Jacques Ellul en France. Alors le cas de K, donc les gens ont bien compris, Théodore K, on va l'appeler comme ça, effectivement. C'était justement la question qui m'est venue en tête en t'écoutant, c'est que lui est très radical sur la solution matérielle, pour le coup. Et il apporte une solution matérielle à un problème matériel, finalement. C'est peut-être ce qui lui fait sans doute devenir un peu fou quand même, hein. C'est peut-être ça son problème. Et il manque dans son livre et dans son travail le côté justement dont tu as parlé de transcendance. Et c'est peut-être ce que tu essaies, alors on sent beaucoup de pudeur aussi dans tes écrits, mais c'est ce que tu essaies quand même de mettre en avant, je pense notamment dans ton concept de civilisation du néant. Et j'aurais bien aimé que tu développes un peu ce concept que tu proposes dans ce livre-ci, À l'encre du néant, mais qui est vraiment une sorte de suite assez logique, mais par le haut, je dirais, au livre que je suis en train de montrer à l'écran actuellement. Et j'ai l'impression que cette civilisation du néant, c'est une espèce de gouffre dans lequel, alors moi je suis assez d'accord avec toi, le terme d'Occident ne convient pas, mais on l'utilisera par convention. L'Occident est en train de sombrer dans ce gouffre, mais en même temps, pour faire du Macron, ce gouffre peut aussi nous réveiller, c'est-à-dire que maintenant on la voit, cette civilisation du néant, on ne peut plus faire comme si elle n'existait pas. Donc est-ce que tu peux un peu développer ton idée de civilisation du néant, et puis aussi les petites touches d'espérance, j'allais dire quasiment religieuses, que tu mets aussi en avant dans tes livres? Je te répondrai que le progressisme aujourd'hui, c'est le parti de la mort, et donc le parti du néant. La mort des cultures, la mort des traditions, la mort des corps, avec cette obsession complètement folle pour l'euthanasie et pour l'avortement sans aucune limite. Tout ça peut paraître étonnant parce que on se dit l'innovation technologique va permettre de bâtir. Or, pour l'essentiel, depuis 300 ans, elle détruit. Alors elle détruit en partie pour faire de la place au nouveau,
On dénature l'homme pour pouvoir le changer. On détruit les cultures pour remplacer les nations par des tout supranationaux. Et en ça, notre société est profondément habitée par la pulsion de mort, par la destruction, et donc par le néant. Et dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on a une forme de célébration de ces néants-là. À Rome, on disait « mourir en s'amusant ». C'était d'une certaine façon ce qu'on a vu aussi au soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Tout le monde ayant conscience que la fête allait bientôt se terminer, mais elle était peut-être d'autant plus folle, l'orgie était peut-être d'autant plus manifeste, justement. Et c'est tout le problème du rejet de la transcendance, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, nos corps aujourd'hui sont condamnés à la mort. Et quand on pense qu'il n'y a rien derrière, quand on pense que l'économie humaine finalement se limite à la vie terrestre, c'est très angoissant et je crois si on se dit on ne laisse rien derrière, si rien ne justifie notre présence sur Terre et ne justifie qu'on lui donne un sens pour préparer l'après, alors à ce moment-là, autant se livrer à l'instinct, y compris dans ce qu'il appelle de facilité. Le choix, évidemment, qui nous revient, c'est un choix entre le bien et le mal, mais en réalité, c'est un choix entre le bien et la facilité. Et notre époque choisit la facilité, puisqu'elle n'est plus regardée par personne. Nous n'évoluons plus sous le regard de Dieu, et nous n'attendons plus rien de l'après. Et donc, nécessairement, on termine dans une forme d'atmosphère nihiliste. Et je crois que c'est Mattei qui parlait d'ensablement du monde. Voilà, c'est ça. Le désert, chaque jour, avance. Il y a cet ensablement du monde, cet ensablement des esprits où tout se souille au contact de la modernité qui agit, oui, comme une forme d'agent dissolvant contre la famille, contre les cultures, contre les traditions, contre la nature humaine elle-même maintenant. Et je crois que c'est le grand défi de notre siècle. La chance, et tu l'as souligné, cette mécanique agit depuis bien longtemps, et notamment qu'on en trouve la source dès la première révolution industrielle. Donc ça nous ramène tout ça au début à la mi-18e siècle. Mais ça agissait de façon sous-jacente, un peu derrière, dans la coulisse, sans qu'on le voie, et sans d'ailleurs que cette logique soit une logique forcément consciente, ni même pensée, organisée par quiconque. C'est simplement la loi funeste, d'une certaine façon, des machines. Kaczynski pourrait le résumer ainsi, ou Bernanos. Et aujourd'hui, elle nous apparaît, voilà, dans toute sa clarté, avec ses promesses déçues et avec les drames quotidiens qu'elle engendre. Et donc tout ça oblige un peu chacun à prendre position. Et on voit en France des sursauts. Voilà, des sursauts. Je crois que l'année 2024 a consacré une augmentation de 30% du nombre de catéchumènes par rapport à 2023 qui avait elle-même enregistré 30% de conversions en plus. Donc des choses se passent. L'élection de Donald Trump a démontré aussi que le discours officiel avait de moins en moins de prise sur la société, puisque l'ensemble des médias de grand chemin se sont ligués contre Donald Trump, et puis finalement, il réalise un score qui est inédit pour un candidat républicain depuis près de 40 ans. Donc le monde change, les choses avancent, les choses bougent. Ce que nous faisons en termes de production d'idées, en termes d'action militante, porte des fruits, même si la logique de la modernité, c'est aussi une logique qui est très disséminée. Et donc, on a parfois un peu de mal à mesurer le produit de nos actions, mais le produit est bien réel et ce monde-là change. Et face à ce monde, eh bien, l'idéologie progressiste, en fait, qui n'est que, à nouveau, l'expression politique des nécessités des machines, se raidit. Voilà, elle se raidit, elle réduit au silence ceux qui la contestent. Et donc, c'est, je crois, ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
Alors c'est vrai que la guerre en Ukraine, donc qui date déjà de 2 ans maintenant, si je ne m'abuse, hein, le temps passe, euh, a réveillé le monde en lui montrant une réalité quand même qui avait été oubliée, c'est que la géopolitique est extrêmement importante et on doit s'y intéresser. Les Français l'avaient oublié depuis bien longtemps malheureusement. On ne va pas détailler tout le corps diplomatique qui a disparu en France, etc. Enfin tout ce qu'ont fait les présidents successivement. Mais de quoi Donald Trump est-il le nom? Donc on a vu Covid, wokisme, un peu transhumanisme. Mais de quoi Donald Trump est-il le nom? Est-ce que c'est aussi le nom d'une sorte de réveil quasiment mondial? Parce qu'on voit bien aujourd'hui, tu l'as rappelé tout à l'heure, que les grandes puissances qui sont, on dit émergentes, mais les grandes puissances qui sont déjà là, la Russie, la Chine, l'Inde, tout ce qui est dans les BRICS plus maintenant le côté un peu révolte de l'élection Donald Trump. Est-ce que ça, c'est une contre-civilisation au néant? Certains disent que c'est une participation à cela. Certains disent que le mondialisme va mourir, d'autres disent que tout ça, ça fait partie du mondialisme également. Comment est-ce que toi, tu peux analyser tout ça, sachant que si ce que tu dis est vrai, on voit qu'il y a une chose qui ne bouge pas et qui évolue partout à la même vitesse, c'est la société des machines. Que vous soyez en Russie, alors chacun part d'un niveau différent, hein, on est bien d'accord, je parle de l'évolution. Vous soyez en Russie, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en France, partout dans le monde, la société des machines augmente, quelle que soit l'idée géopolitique, quelle que soit, est-ce que c'est l'hégémonie du dollar, est-ce que c'est une autre monnaie? Si on prend l'axe qui est le tien de la société des machines, cet axe-là est en ligne, c'est quasiment une courbe exponentielle. Comment est-ce que toi, tu analyses ces rapports géopolitiques à la lumière de ton travail? Nous sommes un contre-modèle. Pour autant, les modèles alternatifs existants aujourd'hui ne sont pas nécessairement des modèles à suivre. C'est d'ailleurs, à mon avis, un peu l'écueil dans lequel tombe une part de la dissidence ou de la résistance, qui est de se livrer. Je vois par exemple aujourd'hui comme certains se livrent un peu aveuglément, maintenant jusqu'à défendre là très récemment le régime algérien. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui n'est pas occidental est bon à prendre. Je crois que ce qui fait la liberté de l'homme, c'est fondamentalement le christianisme. Et donc, le modèle, en tout cas, qu'il faudrait rebâtir, un modèle, à mon avis, nécessairement chrétien. D'autre part, ce qu'on a pu noter, par exemple, pendant le Covid, c'est aussi une forme d'importation dans notre modèle de contre-modèle. Je pense, par exemple, au modèle du Parti communiste chinois et à la façon dont la Chine a tenté de juguler l'épidémie de Covid-19. Donc d'une certaine façon, ce qui est triste aujourd'hui, ce n'est pas que l'Occident serait devenu trop lui-même, c'est qu'il a cessé d'être lui-même. Pourquoi? Parce que l'Occident, c'est la chrétienté, et que la chrétienté, c'est la liberté. Et la société des machines est nécessairement une société anti-chrétienne, puisqu'elle place l'homme en position non plus de sujet, mais en position d'objet, en position de rouage qui doit être parfaitement ajusté pour assurer le fonctionnement de l'ensemble. Donc, le fond n'est pas de dire qu'on devrait trouver autre chose, mais revenir aussi à ce que nous avons été. La discussion ensuite étant de savoir si on peut conserver des acquis de la modernité, ou est-ce qu'il faut tout balancer d'une certaine façon par-dessus bord. Peut-être notre ami K considère qu'il faut tout balancer par-dessus bord. Peut-être par lâcheté, je rêve d'une conciliation possible. Et je crois pour le coup, par exemple, qu'un modèle aujourd'hui comme celui de la Russie parvient à une forme de conciliation. Peut-être que ça ne durera pas. Peut-être que si on va à Moscou dans 20 ou dans 30 ans, on trouvera le même contrôle social, en tout cas au moyen de la technologie, parce que le contrôle social, il ne s'opère pas simplement au moyen de la technologie, mais en tout cas aujourd'hui, il est devenu totalitaire, puisqu'il prend toute la place, justement grâce à la technologie. Guillaume Travers avait publié un excellent ouvrage où il montrait bien que dans des groupes
dans des groupes organiques, des groupes humains organiques, il y a une forme de contrôle social, mais qui se fait notamment par la réputation. Si vous êtes marchand de chaussures dans un village et que vous produisez de mauvaises chaussures, plus personne ne vous achète vos chaussures. Le problème, c'est que dans la société monde, dirigée par les machines et transformée en village par les machines, si vous êtes un mauvais marchand de chaussures en Chine, on ne peut pas vous rattraper quand vous avez des clients européens. Et donc le seul moyen de faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans l'échange, c'est de produire des contraintes et des normes qui sont toujours plus indifférenciées et de plus en plus nombreuses, et donc in fine contraignantes. Voilà, la société des machines est fondamentalement contraire à la chrétienté et donc à la liberté. Et je crois que la solution en fait est en ce que nous sommes déjà et ce que nous avons déjà été. Il faut le retrouver et on parviendra, c'est sûr, à identifier les moyens de concilier aussi les apports de la modernité. Ils sont indéniables. Avec cela. Ils sont indéniables et encore qu'ils sont eux-mêmes paradoxaux, puisque on va vous dire ah oui mais aujourd'hui on ne crève plus de faim par exemple comme naguère. Il est vrai que les gens peuvent se nourrir à leur faim plus que la génération de nos grands-parents ou celle de nos arrière-grands-parents, c'est à peu près incontestable, mais se nourrir de produits qui les rendent malades par exemple. Donc si on dresse un bilan véritable, un bilan exigeant et un bilan honnête, il n'est même pas certain que les apports sans cesse réitérés de la modernité soient si grands que cela en plus. Bien Rémi, nous arrivons déjà, à ma grande surprise, à la presque fin de l'émission. Le temps passe extrêmement vite avec toi. Comme je le fais d'habitude, je te laisserai le mot de la fin. Je vais représenter tes ouvrages. Alors on a vraiment effleuré les livres, j'invite vraiment les gens à les lire et à se les procurer. Sachez, chers auditeurs, que nous avons créé un article unique pour les 3 livres, donc à prix réduit, spécialement pour la Saint-Nicolas, puisque en Lorraine nous fêtons la Saint-Nicolas, donc c'est spécial Saint-Nicolas, donc la chute de Prométhée, à l'encre du néant, et le livre interdit par les algorithmes YouTube, peut-être à cause de la tête de cet auteur. Donc profitez-en, vraiment j'invite les auditeurs à lire le travail de Rémi Tel. Rémi est également présent sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises, sur X comme on dit maintenant. Moi je vous souhaite à tous un bon dimanche et je laisse le dernier mot à Rémi sur le sujet qui l'intéresse. Et je vous dis à tous à très bientôt. Les choses bougent, trop lentement sans doute, mais elles bougent. Et effectivement, dans l'orchestre un peu du monde occidental, où on avait tendance à jouer là, des marches funèbres, le chef d'orchestre vient de changer, et donc la mélodie va changer. Et donc, ça prouve que cet effort de compréhension et cet effort de lutte, à un moment, est couronné de succès. Et sur les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, par exemple celle du Covid, les choses aussi bougent. Et l'histoire est déjà en train de changer. Et je crois d'ailleurs que ce qui terrorise en réalité nos adversaires avec l'élection de Donald Trump, c'est pas tant ce qu'il pourrait faire dans un domaine ou dans l'autre. C'est que le président des États-Unis tient la plume de l'histoire. Et ils savent déjà que le jugement de l'histoire, pour ce qu'ils ont fait, sera intraitable. C'est ça qui les terrorise. Donc les choses bougent et ça sert. Ce que nous faisons sert. Voilà, ce que nous faisons sert. Et deuxième chose, mes remerciements aux gens avec qui j'échange. Alors trop peu souvent, mais aussi souvent que je le peux. Et puis on a quelques rendez-vous en 2025, dont des rendez-vous communs avec toi, cher Sylvain, mais avec lesquels j'échange dès que c'est possible, par mail, par message, ou quand on se voit, et qui sont à chaque fois une forme de bouffée d'oxygène, quoi. C'est-à-dire que comme tout le monde, moi j'ai des moments un peu de découragement, et puis en règle générale, il y a toujours une conférence qui traîne, ou un moment de rencontre avec les gens, et donc souvent je prends ma voiture, déjà je parcours la France, donc déjà ça me ressource un peu, et puis après je parle avec les gens, et là c'est comme un bain de jouvence, parce qu'en fait la solution elle est déjà là. Il y aura pas d'homme providentiel, il y aura pas de solution miracle. La solution elle est déjà là et elle est en nous. Elle est dans nos intelligences. On va fêter
dans quelques jours la réouverture, alors imparfaite, mais de Notre-Dame. On est quand même le peuple qui a bâti dans chaque chef-lieu une cathédrale. C'est pas rien, ça. C'est quand même pas rien. Le monde attend de la France, parce que la France a une vocation, et la France a une vocation chrétienne, vraiment. Donc, il faut vivre ces événements comme les douleurs de l'enfantement. Voilà. Et nous sommes, si vous regardez le Verbe, c'est que vous en êtes aussi, nous sommes les acteurs de cette lumière. Et donc, à la fois, il faut se battre, bien sûr, mais il faut aussi garder de la sérénité. Et moi, j'en trouve beaucoup auprès des gens. Donc, alors que Noël approche, je les en remercie et je leur souhaite d'excellentes fêtes de Noël, pas d'hiver ou de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël en famille pour ceux qui ont cette chance-là. Et puis en communion d'âme pour tous les autres. Merci beaucoup pour ce beau message d'espoir et d'espérance. Et finalement, le mot de la fin, je vais me le garder, puisqu'on oublie souvent, mais ce que tu as dit est très vrai. Le Christ a déjà vaincu, ne l'oublions jamais, c'est très important. À très bientôt, chers amis. À bientôt, Rémi.